Hola amigos y bienvenidos a todos a este nuevo episodio de la Fábrica de Inversores. C'est Jérôme, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Alors non, je ne vais pas vous faire l'intégralité de cet épisode de podcast en espagnol. Néanmoins, je voulais absolument vous faire cette introduction, ces premiers mots dans la langue dans laquelle j'ai parlé durant les 3 dernières semaines. Aujourd'hui les amis, on va pas ou peu parler IMO car je reviens, vous le savez toutes et tous, de 18 jours au Pérou et en Bolivie. Parce que oui, j'avais envie de te raconter ça, ce voyage, ça fait 15 ans que j'en rêve, 15 ans que j'attends ça. Et j'ai encore un peu de mal à croire, à réaliser que j'y suis allé. Et c'est encore avec une certaine émotion dans la voix que je vais vous raconter ce périple, ces aventures, parce que c'était pas juste des vacances, c'était un voyage, c'était des expériences. On a fait des trucs, je trouve, exceptionnels. Je vais vous raconter ça, donc c'est vraiment un épisode perso. Alors aujourd'hui, je vous préviens, on va parler altitude, on va parler lama, on va parler bus bolivien. Et également pourquoi je ne peux pas m'empêcher de regarder des toitures et même ceux perchés à 4000 mètres d'altitude. Et reste bien jusqu'à la fin, je te dirai le truc que ce voyage m'a confirmé sur l'investissement. Donc voilà, sois bien attentif, c'est vraiment un épisode 100% GG, 100% solo, 100% voyage. J'espère à travers ces quelques dizaines de minutes qu'on va passer ensemble, pouvoir te faire voyager également, te transporter, te donner envie d'aller visiter ces deux magnifiques pays. Donc c'est parti. Alors déjà, il faut savoir les amis, j'en ai pas ou peu parlé parce que c'est pas le but, c'est pas de se plaindre à travers les ondes. Mais avant d'arriver en vacances, avant de partir, là début mai, j'étais vraiment cramé. J'ai envie de dire mentalement, j'étais très fatigué parce que voilà, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, hein, je fais beaucoup de choses en parallèle. Entre l'entrepreneuriat, voilà, gérer les 16 lots d'immobilier, plus la vie de famille, les enfants, bref, je me sentais vraiment lessivé, essoré, et j'avais vraiment grandement besoin de vacances. Et je trouve que ça, pour la première fois de ma vie, j'étais à court d'idées. Moi qui fourmille d'idées tout le temps, beaucoup trop d'ailleurs, je suis arrivé en vacances, là le cerveau, j'ai envie de dire, un peu en vrac. J'avais plus de comme si j'étais totalement pressé, comme un citron pressé. Plus de jus à sortir pour créer. Dans cette partie création, dans cette partie création de contenu, voilà, que ce soit sur le podcast, sur Instagram, sur YouTube, j'avais l'impression un peu d'avoir fait le tour de beaucoup de sujets, de beaucoup de choses que je souhaitais partager, et je suis arrivé un peu sur les rotules. Et en plus de tout ça, je me suis mis beaucoup la pression sur l'organisation de ce voyage. Parce que mon frère qui est allé il y a quelques années de ça et d'autres amis plus récemment m'avaient prévenu que les distances étaient très longues et que finalement, quand on partait sur un laps de temps, on va dire relativement court au vu de l'Amérique latine, même si c'est exceptionnel, je trouve, de pouvoir partir et s'autoriser une parenthèse enchantée de 18 jours. Hein. Voilà. Mine de rien, sur l'Amérique latine, là où les distances sont très très longues, on n'a pas trop le place à l'imprévu finalement dans les transports. Au vu de notre programme, et je vais vous en parler dans quelques instants, il fallait vraiment que tout soit quand même relativement organisé. Donc je me suis mis une très grosse pression à l'organisation de ce voyage, là où d'habitude je prends mon sac à dos, enfin quand je dis d'habitude c'est avant les enfants du moins, je prends mon sac à dos, j'ai mon billet aller, mon billet retour, et ce qui se passe au milieu n'est que découverte et improvisation, et j'adore ce mode de fonctionnement. Néanmoins, voilà, dans le cadre de ce voyage-là, je m'étais dit, bon bah voilà, là on va prendre telle liaison, etc. Et tout ne s'est pas passé comme prévu, et c'est une très bonne chose, et on va en parler dans quelques instants. Alors déjà, pourquoi ce voyage ? Parce que aller au Pérou, en Bolivie, c'est pas non plus les Maldives, on n'est pas aux Philippines, on n'est pas en Thaïlande, ce ne sont pas des paysages de rêve, de plage, de cocotiers, tout ça. Néanmoins, il s'agissait pour moi d'un rêve de gosse. Vraiment, le Pérou et plus particulièrement le site du Machu Picchu, ça faisait plus de 20 ans, 15 ans, 20 ans que j'en rêvais et que je repoussais ce moment. Alors d'où ça vient, je ne sais pas précisément.
Je trouvais en tout cas à travers les images et à travers l'histoire la civilisation Inca fascinante. Le site du Machu Picchu sur le papier extraordinaire. Spoiler alerte, ça l'est. Je vais vous en parler juste après. Et voilà, j'ai toujours été fasciné. Je m'étais toujours promis d'aller voir le Machu Picchu et que ça représenterait pour moi un espèce de point de bascule dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel point. Néanmoins, je l'ai toujours ressenti comme ça, comme quelque chose finalement de viscéral, vraiment j'ai envie de dire vital. Hein. Donc voilà les amis, le pourquoi du comment. Le pourquoi du comment de ce voyage-là. Alors, faut savoir pour la petite anecdote que avant de rencontrer Anne-Sophie en 2014, je l'ai rencontrée l'été 2014 et je projetais au mois de septembre-octobre de prendre un break justement de 6 mois à 1 an pour faire un tour d'Amérique latine. Chose que je n'avais pas fait à l'époque parce que j'ai suivi mon cœur. Et je suis resté en France pour construire une histoire avec elle et force est de constater que l'histoire me donne raison vu que je fais ma vie avec elle et qu'on a une belle vie de famille, etc. Et qu'on se construit des super choses. Donc j'ai bien fait finalement de repousser ce voyage, mais néanmoins pendant 15 ans je me suis dit c'est pas le bon moment, je trouvais des excuses parce que de 2014 on va dire à 2017-2018, bon, voilà, on construisait notre histoire. 2017, on aurait pu avoir une capsule dans notre vie avant d'avoir les enfants où on aurait pu faire un voyage, clairement tous les deux, un voyage à l'autre bout du monde. On l'a pas fait, je ne sais même pas trop pour quelle raison à l'époque. Néanmoins, on a toujours tendance à repousser les choses en pensant que c'est jamais le bon moment. Et voilà, je pense que ça va vous faire un petit rappel à quelque chose. Hein. C'est jamais le bon moment, les amis. C'est jamais le bon moment pour partir. Y a toujours des excuses, des choses prioritaires, etc. Tout comme en investissement immobilier pour celles et ceux qui démarrent. Toujours des prétextes, voilà. Mais bon, bref, toujours est-il que le 1er mai, je suis dans l'avion Paris-Lima. Et là, en arrivant là-bas... on va pas se mentir, hein, c'est un choc, c'est un choc culturel parce que j'ai vraiment l'impression de débarquer sur une autre planète, on va pas se mentir. Alors des voyages à l'autre bout du monde, j'en ai fait quelques-uns, j'ai fait le Mexique, j'ai fait la Thaïlande. Pour autant, celui qui m'avait le plus, je trouve, choqué, hein, c'est pas péjoratif, mais c'était le Maroc en arrivant là-bas. Où je m'étais dit, waouh, où est-ce que je suis? Et là, j'ai un peu ressenti la même chose avec le Pérou. Un choc culturel à plusieurs niveaux. Hein. Déjà en arrivant à Lima, sorti de l'aéroport, des quartiers très très pauvres, très 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 pauvres. Et là je me suis dit putain, ah ouais. En fait j'y allais sans trop savoir le pays en tant que tel, sans trop avoir d'idées préconçues sur la richesse ou pas du pays. Sur les infrastructures, moi j'y allais pour la civilisation Inca, pour le Machu Picchu notamment, pas que, mais notamment. Et tout ce qui était à côté, finalement, je l'avais pas anticipé, j'y avais même pas pensé. Donc sorti de l'aéroport, pas mal de favelas, c'est pas le mot forcément, mais c'est pas bidonville non plus, mais des quartiers très très pauvres. Enfin, tu te rends compte que les gens ont vraiment pas grand chose. Et clairement ça remet directement les pieds sur terre en se disant ah ouais, ok, ça je l'avais pas prévu dans ma tête. Et en fait tu te prends de plein fouet la misère des autres tout simplement. Donc déjà ça remet un peu les pieds sur terre, voilà. Donc ça a été la première image. Très rapidement également, on se met à côtoyer finalement les Péruviens. Alors, faut savoir que je suis plutôt doué dans les langues étrangères, que ce soit anglais ou espagnol. J'ai toujours eu des facilités au collège-lycée. J'étais soit numéro 1, soit sur le podium, on va dire, de la classe, parce que j'adore ça. Et très rapidement, en fait, mon espagnol et même mon anglais, je vais vous en parler juste après, est revenu. Voilà, autant l'anglais, je peux être habitué à le pratiquer sur des voyages, peu importe la destination. L'espagnol, clairement, on va pas se mentir, ça faisait quasiment 20 ans que je l'avais pas parlé. Et en fait, je me rends compte que les automatismes sont revenus et c'était trop bien, trop bien. Moi, je prends un plaisir monstre à parler espagnol.
et anglais. Et très vite, je me mets du coup à communiquer avec ne serait-ce qu'à l'arrivée avec le taxi. On parle de plein de choses, on parle de foot, de Coupe du Monde, bref, du pays en tant que tel, de la corruption. J'ai parlé de plein de choses avec les taxis. Et les Péruviens sont très gentils. Franchement, ils sont extrêmement gentils. Ils sont également relativement petits. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti grand. Je me suis senti grand. Voilà, je fais 1m74. Et là-bas, la moyenne, je pense pour les hommes, ça doit être 1m65. Et encore, je suis pas sûr. Donc voilà, c'était assez rigolo. Mon frère m'avait prévenu avant, il me dira, tu verras GG, tu te sentiras grand là-bas. Bon, bah oui, ça n'a pas raté. Donc voilà, donc après le choc, ça a été quoi? Bah le coût de la vie forcément, hein. Clairement. Donc l'euro, donc 1 euro, ça fait l'équivalent de 4 soles. Donc la monnaie locale là-bas, c'est le soles, hein. Donc voilà, divisé par 4 sur quasiment le pouvoir d'achat, on va dire. Donc un repas, pour vous donner une idée, un repas, on payait ça entre 6 et 12 euros sur les grosses villes touristiques, et sur les petites villes de campagne, je les ai pas faites sur ce format-là. Mais voilà, t'avais moyen, entre guillemets, de manger pour deux avec deux boissons, je parle pas de dessert, pour entre 20 et 30 euros. T'avais mangé une bière, c'est pareil, très important la bière pour moi. Une bière, je l'avais entre 2, 3, 4 euros grand maximum. Donc voilà, et pour vous donner un ordre d'idée, également les hôtels, en fonction de ce qu'on prenait, entre 25 et 50 euros grand maximum sur des très grosses prestats, enfin des belles prestats, on dormait. Donc voilà, donc une autre chose là que j'ai observé très rapidement, c'est les voitures. Alors moi j'aime bien les voitures. J'aime bien les voitures, et paradoxalement je ne mets pas d'argent dans mes voitures, pas pour l'instant en tout cas. Mais néanmoins je suis très observateur et j'apprécie les belles voitures. Et là-bas clairement, en tout cas sur les villes que j'ai faites, tout le temps les mêmes marques: Toyota, Kia, Suzuki. Pas de SUV allemand, pas de leasing, je pense, exorbitant. Clairement, c'est que du fonctionnel. Encore une fois, ça remet un petit peu les pieds sur terre sur le rapport aux choses, au matériel et au statut. Là, je me suis rendu compte là-bas clairement que il fallait que le véhicule soit voilà, fonctionnel, comme ça peut être le cas finalement sur les véhicules cités, et qu'il n'y avait pas la place finalement pour de la fioriture, pour de la flambe ou quoi que ce soit. Une autre chose qui m'a vraiment interpellé de ouf, on s'en est rendu compte dès le deuxième jour à Lima, c'est le nombre de personnes pour faire le même travail. Alors, je vous donne un exemple. Dans Lima, on était dans le quartier Miraflores et Barranco, pour ceux à qui ça parle. Donc c'est entre guillemets les beaux quartiers qui sont à flanc de falaises du Pacifique. C'est vraiment très sympa comme endroit. C'est très occidental, hein. Donc on ressent moins le choc culturel et le côté peut-être insécurité qu'il peut y avoir dans certains quartiers de Lima, et puis le côté pauvreté. Donc voilà, en tant qu'Européen, on se retrouve davantage dans ces quartiers-là. Et donc là, directement, je me dis, putain, mais ils sont combien à faire le jardin public, quoi? Les agents de la ville à faire les travaux d'extérieur, donc tonte de pelouse, entretien des massifs, etc. Vraiment des travaux de paysagistes. On en dénombrait, mais par entre guillemets par parterre ou par zone, mais peut-être entre 5 et 10, quoi. Et de la même façon, sur de nombreux jobs, on se rendait compte qu'il y avait énormément de personnes sur des emplois qui, en France, t'as une personne à le faire, ou alors t'as personne parce que c'est un robot et c'est automatisé. Donc c'était assez rigolo d'observer cette un petit peu différence culturelle. Alors je me suis posé la question, et on va reparler dans quelques instants, de la civilisation Inca dans les grandes lignes. Mais la civilisation Inca, c'était une civilisation, on va dire, très axée sur le socialisme. Est-ce que ça vient pas de là finalement, de proposer de l'emploi quasiment à tout le monde? Alors j'ai pas le chômage au Pérou, mais néanmoins j'ai les salaires, hein. Un salaire moyen au Pérou, c'est entre 450 à 700 euros en fonction des villes, en fonction du secteur et du diplôme, hein, forcément.
Et pour information, le Pérou, c'est 34 millions d'habitants, dont 11 millions à Lima. Donc c'est vraiment une immense mégalopole, Lima, hein, sur la côte pacifique. Donc voilà un petit peu pour les informations à ce niveau-là. Donc voilà, donc finalement, il y a quand même une différence socio-économique qui va être importante, encore une fois, mais justement, le voyage, c'est également ça, c'est observer ces différences, c'est ne pas les juger, c'est juste se dire qu'ailleurs dans le monde, il existe une autre façon de vivre. Et encore, ce n'était que le début parce que le vrai voyage a vraiment commencé quand on a quitté Lima, donc dès le lendemain, pour aller monter en altitude. Donc sans transition aucune, dès le lendemain, on est arrivé déjà à Cusco. Donc Cusco, pour la petite anecdote, c'est une ville qui fait à peu près 500 000 habitants, qui est basée cette fois-ci à 3500 mètres d'altitude, là où Lima, on va dire, est à 100 mètres, donc on va dire niveau de la mer. Donc l'acclimatation à Cusco, elle n'a pas été si simple, j'ai envie de dire, parce que on souffre un petit peu du mal de l'altitude, on a le souffle court. En plus, c'est une ville qui est dans les montagnes, comme vous pouvez vous en douter, 3500 mètres, c'est dans les montagnes. C'est une très 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 belle ville, on en reparlera après sur le côté avec les Incas, etc. Mais néanmoins, la ville en tant que telle est vraiment très très belle. Un centre historique vraiment très joli. Des rues pavées, le quartier de San Blas où on résidait un petit peu dans les hauteurs, vraiment c'est très très beau, c'est vraiment une ville coup de cœur que j'ai pu faire dans ma vie. Mais par contre le corps te rappelle quand même, mon grand, qu'est-ce que tu fais là? Moi qui suis un mec pas du tout de la montagne, je n'y vais jamais pour ainsi dire, je suis un mec de la mer, moi j'aime la mer, mais la montagne je suis pas habitué, et mon corps m'a vraiment sur les premiers jours, le premier jour à Cusco m'a dit et mon grand, vas-y tranquille mine de rien, parce que t'as beau être sportif là, vraiment il y a une acclimatation qui est pas évidente. Donc voilà, donc un jour à Cusco, et après on est parti sur un trek, les amis. On a fait 3 jours de trek, le trek du Salcantay. Alors pour information, c'est un trek qui démarre pareil à 3004 d'altitude, sur lequel on va monter jusqu'à 4630 mètres d'altitude en l'espace de 3 jours, donc on se prend un peu de dénivelé. C'est un trek qui physiquement n'est pas évident. Encore une fois, je suis sportif, Anso l'est aussi. Alors je vais pas te dire qu'on en a chié notre vie, mais ça, voilà, c'est exigeant quand même physiquement. Les paysages sont extrêmes, on passe vraiment enfin, c'est incroyable, c'est vraiment incroyable. J'ai très très hâte de faire le petit film de voyage, et je vous publierai également, je pense, quelques photos sur Instagram. Mais voilà, on est dans l'aventure, donc on était un groupe de 10 personnes de différentes nationalités, donc des Européens, des Américains, Sud-Africains, donc on a formé une petite famille des Happy Lamas, comme le guide nous avait nommé, et c'était juste exceptionnel comme moment de partage, parce qu'on est tous dans la difficulté, on est tous dans la douleur, on est tous à en chier avec nos chaussures de marche, nos bâtons, à grapper, à prendre du dénivelé, à se taper de la descente. Mais tout ça pour comment dire, observer des paysages de fous furieux. C'est vraiment la nature à l'état sauvage. On a dormi dans des camps de base, dans des tentes à comment dire, à plus de 4400 mètres d'altitude le plus haut. Ça a été dur d'ailleurs pour moi, parce que l'acclimatation entre comment dire, l'arrivée à Cusco où on prend de la hauteur et ce fameux camp de base, il n'y a jamais eu que 48 heures entre les deux, donc c'était le lundi soir, et j'ai été malade, j'ai eu le mal de l'altitude, donc avec forcément la tête qui tourne très fort et des vomissements. Donc c'était pas évident le premier soir du trek, parce que tu te dis waouh, je suis dans un endroit incroyable à l'autre bout du monde, dans les montagnes, dans un espèce de yourte, etc. On a fait un feu de camp, et puis moi j'étais malade, j'étais pas bien. Donc à 19h, je suis allé 19h30, là j'étais physiquement mort, donc je suis allé me coucher. Heureusement qu'il y avait une nana, une docteure avec nous, une doctoresse, qui m'a filé ce qu'il fallait pour le mal de l'altitude, parce que autant je pouvais avoir d'autres médicaments, mais celui-là je l'avais pas
Je l'avais pas, comment dire, conscientisé plus que ça. Donc voilà, ça a été pas évident pour moi moralement à ce moment-là, parce que je me dis, putain Jérôme, t'as beau être plutôt jeune, plutôt en bonne santé, bah là, ton corps il réagit pas comme il faut et t'as rien, tu peux pas le maîtriser. Donc voilà, on était quelques-uns, on était un tiers quand même du groupe dans cet état-là. Donc bref, ça a été le moment un peu badant, mais néanmoins, dès le lendemain, c'était reparti, je crapahutais pour aller chercher justement le point le plus haut de notre trek, accessible à pied en tout cas, donc à savoir le passage du Salcantay, 4630 mètres. Voilà, c'est compliqué à vous décrire aujourd'hui. Voilà, je publierai quelques photos. Néanmoins, on a eu la chance d'avoir des guides qui étaient forcément des descendants d'Inca, donc qui nous ont partagé un petit peu la culture et les croyances des Incas. On a fait une prière aux montagnes parce qu'ils vénèrent les montagnes, donc c'était un très beau moment, assez émouvant. Donc voilà, le trek en tant que tel, c'était 3 jours de dépassement physique, 3 jours également de solidarité, de cohésion avec un groupe qui ne se connaissait pas voilà, au démarrage et qui on a soudé des liens assez forts pendant ce trek-là et même quelques jours après où on a passé du temps ensemble. Donc voilà, l'idée de ce trek, c'était d'arriver à la ville d'Aguascalientes, qui est un petit peu le camp de base du Machu Picchu. Alors, faut savoir que pour aller chercher les billets du Machu Picchu, ça a été l'enfer. On ne les avait pas à l'avance, on n'avait pas réussi à les prendre sur Internet. C'était complet plusieurs mois à l'avance quand on s'est inscrit au trek et au voyage. Gros étonnement d'ailleurs, si vous voulez aller au Machu Picchu, le faire, ce site-là, réservé à minima 6 mois à l'avance. Donc nous, on avait la deadline, il faut qu'on arrive à Aguascalientes le mercredi soir pour prendre des pré-tickets, pour aller chercher nos tickets le jeudi matin, pour faire le site du Machu Picchu le vendredi matin. Donc je vous l'ai fait dans les grandes lignes. À Aguascalientes, on est arrivé à 18h30 à l'office de tourisme qui fermait à 19h. On était 864e et 865e sur 1000 pour aller choper nos pré-tickets pour avoir nos tickets le lendemain. Bref, donc on a marché comme des zinzins sur cette dernière étape de trek. Voilà, donc ça a été 12 km le long d'une voie ferrée où j'en ai marché. J'étais habité par le fait d'arriver le plus vite possible dans cette ville d'Aguascalientes. J'ai jamais marché aussi vite de ma vie avec des chaussures de rando et des bâtons. J'en suis arrivé les pieds en sang. Là, en termes de dépassement physique et de mental, je pense que j'ai rarement été à ce niveau-là. J'étais habité par le fait d'aller au plus vite pour aller choper des tickets. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Donc voilà, quand on a un rêve, encore une fois, parfois la douleur passe outre. Donc c'était assez intense. Mais voilà, encore une fois, le jeu en valait la chandelle parce que le vendredi matin, on a réussi à monter sur le site du Machu Picchu. Et puis, que vous dire de ce site-là, à part que j'ai réalisé mon rêve, que ce site-là est absolument incroyable, exceptionnel, que ça a été un choc visuel, émotionnel pour moi. On est resté sur le site, je pense, pendant 2 heures, 2 heures et demie à prendre le temps, tout simplement, à contempler. C'est un site qui est à 2400 d'altitude, entouré de montagnes. On avait, alors quand on est arrivé, par contre, il y avait brouillard, donc on le voyait pas, on était écœuré. Et le temps s'est levé et le site s'est dévoilé. C'est vraiment mystique. Franchement, c'est indescriptible en vue de loin. Avec la vue un peu panoramique, là, tu te rends compte de la folie des hommes d'aller monter un édifice comme ça à autant d'altitude sans avoir de technologie pour y arriver. Alors là, je vais vous faire une petite parenthèse sur la civilisation Inca, parce que je m'étais promis de vous le faire quand même pour vous mettre un petit peu de contexte, parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Donc je vais essayer d'être très, pas expéditif, mais synthétique finalement dans mes propos pour que vous compreniez vraiment pourquoi cette société-là, elle est absolument exceptionnelle dans
dans ces chiffres, dans ces dates. Donc les Incas à l'origine, on va dire c'est 1200 autour de Cusco. Dans les années 1200, c'est la naissance du royaume des Incas. Avec Cusco qui veut dire le nombril du monde pour les Incas. Donc le début de l'expansion va démarrer en 1438 avec l'arrivée au pouvoir de l'empereur Pachacutec, qui est vraiment considéré comme le fondateur de l'Empire Inca. C'était un visionnaire, ce type, et il a transformé ce petit royaume en un empire immense, parce que de 1438 donc à 1532, donc en même pas 100 ans, les Incas construisent le plus grand empire d'Amérique du Sud précolombienne. Donc les chiffres, c'est quoi ? C'est une superficie d'environ 2 millions de kilomètres carrés, une population entre 10 et 12 millions d'habitants. Donc il faut savoir que l'empire Inca couvrait les territoires du Pérou, de la Bolivie, de l'Équateur, le nord du Chili, le nord-ouest de l'Argentine et le sud de la Colombie. Ils ont construit un réseau routier d'environ 40 000 km de route avec des ponts suspendus, avec des escaliers, des chemins de montagne. Et c'est juste ouf d'avoir pu observer tout ça. Comment ils ont convaincu, c'était vraiment un système, on va dire, basé sur le socialisme. Le discours, c'était rejoignez l'Empire et nous allons vous protéger de la faim, etc. Donc c'était, on va vous protéger avec nos armées, etc. C'était le côté un petit peu mettez-vous au service de l'Empire et en contrepartie vous n'avez plus à vous soucier des besoins vitaux. C'était un peu ça, le discours. Et donc finalement les peuples se sont laissés convaincre au fur et à mesure. Bien, pas bien, je ne suis pas là pour apporter un jugement sur cette façon de fonctionner. Néanmoins, c'est admirable de voir un petit peu l'expansion tellement rapide et l'organisation, on va dire, militaire qu'ils avaient, parce qu'ils étaient hyper structurés. Ils avaient construit vraiment des systèmes d'irrigation ultra avancés. Dites-vous que le site du Machu Picchu, 2400 mètres d'altitude, était irrigué avec de l'eau. Ils avaient une organisation d'agriculture en terrasse. Ils stockaient également la nourriture dans des points stratégiques. Ils utilisaient également des espèces de cordelettes à nœuds pour communiquer. Il n'y avait pas d'écriture classique, donc ils communiquaient entre eux, ils faisaient passer les messages avec des cordelettes à nœuds qui permettaient de compter, gérer les impôts, gérer les stocks, la population, bon bref. C'était un travail de zinzin, donc travail collectif obligatoire. Tout le monde était au service finalement de l'Empire pour étendre un petit peu tout ça. Voilà, avec en avantage, il n'y a plus de faim, vous êtes protégés, etc. etc. Donc ça, c'est dans les grandes lignes la civilisation Inca. Alors la civilisation Inca, elle est tombée à partir des années 1530 avec 1532 avec l'arrivée de Pizarro, où les Espagnols finalement ils arrivent dans les années à partir de 1527 je crois, et en fait ils viennent avec des maladies européennes qui commencent un peu à décimer les Incas. Il y a une guerre civile également au sein même de l'Empire Inca, où il y a deux frères qui se battent. Donc l'Empire est affaibli, et le coup de massue, c'est quand Francisco Pizarro arrive et assassine l'un des deux frères qui revendiquait le trône. Donc voilà, donc l'Empire Inca tombe sous les mains des Espagnols. Et pour en revenir au Machu Picchu, et j'arrêterai sur cette parenthèse d'histoire, il faut savoir que le Machu Picchu, du coup, il a été abandonné dans les années 1400, à l'arrivée des Espagnols plutôt, donc dans les années 1530. Les habitants du Machu Picchu, il y en avait à peu près 600, ont pris peur de l'arrivée des Espagnols et se sont dit, ils vont nous découvrir, on n'a pas moyen de se protéger, on part se cacher dans la jungle. Et la petite anecdote et la magie du site du Machu Picchu, c'est que ce site-là est resté invisible aux yeux de l'homme durant près de 4 siècles. Des années 1530, il a été redécouvert au début des années 1900, donc pendant 400 ans, ce site a été abandonné.
non habité, et c'est toute la magie également de cet endroit-là. Donc voilà un petit peu les amis pour cette parenthèse d'histoire que je voulais vous faire. En tout cas moi c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Je trouve l'expansion, la vitesse d'expansion de cet empire absolument incroyable. Les infrastructures qu'ils ont construites sans avoir de système de la roue, ne serait-ce que la roue pour faire transiter les choses, les objets, les pierres, etc. Ils n'avaient pas ça. Mais néanmoins, voilà, tout le monde, ils avaient des lamas. Ils n'avaient même pas de chevaux. Ils avaient des lamas, ils avaient des hommes. Et grâce à tout ça, ils ont construit tout cet empire et cette civilisation absolument exceptionnelle. Donc voilà, donc après cette première semaine dans les grandes lignes, le trek, le Machu Picchu, etc., beaucoup d'émotions forcément me concernant. Voilà, j'étais quand même assez fier, même tout le monde qu'on rencontrait, les gens autour de nous disaient ah ouais, vous avez fait le trek du Salcantay, dis donc vous êtes sportif, etc. Donc encore une fois, le corps est capable de faire bien plus que ce qu'on croit. Donc voilà, ça a été une première semaine absolument dingue. Et après le Pérou, on a fait un crochet en Bolivie. Et là, les amis, autre ambiance. Autre ambiance où on a fait preuve d'un peu plus d'imprévu et de lâcher prise. Donc déjà, première impression à La Paz dans les grandes lignes. Je vais essayer d'être efficace dans mon discours. On est déjà à 30 minutes. La Paz, j'ai été assez interpellé du chaos. Le chaos de la route. Alors autant le Pérou c'était assez ubuesque aussi, le trafic, ça va dans tous les sens, ça klaxonne, etc. J'ai trouvé que La Paz, de ce que j'en ai vu en tout cas, c'était encore un stade au-dessus. Et le truc qui était rigolo, c'était des petits bus collectifs, des espèces de taxibus. En fait, t'as des taxis qui ont 12 places sur des petits bus. Et ils ont un espèce de mégaphone, ils annoncent leur trajet là où ils vont. Et les gens montent, etc. C'était assez folklore. Bon bref, on n'est pas resté très longtemps à La Paz. On a tout de suite décollé sur la ville d'Uyuni. La ville d'Uyuni qui est le point de base, on va dire, pour faire le désert de sel, le Salar d'Uyuni. Où là, pareil, on a passé 3 jours en 4x4 à sillonner. Donc, premier jour, le désert de sel, qui est un site pareil qui me faisait rêver depuis très 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 longtemps. Donc une immensité de sel qui est en fait à l'origine c'est avec les plaques tectoniques qui se sont heurtées, voilà, c'est pas les historiens mais les géographes, etc. C'est une ancienne mer en fait qui est remontée d'où l'origine du sel. Donc c'est une immensité de sel, c'est vraiment très très beau, on a l'impression de rouler des heures et c'est le cas de le dire, dans rien, dans du vide, dans du sel, enfin un désert de sel clairement. Et moi ce qui m'a interpellé sur ce lieu-là, c'est tout simplement le silence. Parce qu'une fois que tu as coupé le 4x4 et que tu n'as rien autour, je crois que c'est la première fois de ma vie où je n'avais aucun bruit autour de moi. Pas rien, le vide absolu, pas une mouche à voler. Et ça a été un silence exceptionnel. Franchement, cette sensation de vide juste autour, elle est fêlée. Franchement, je savais même pas à quoi m'attendre encore une fois. Donc ça a été assez dingue. Et voilà, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais et sur le désert de sel, on a eu le droit également à un coucher de soleil juste fantastique avec des couleurs. Le ciel était devenu une aquarelle. Franchement, c'était indescriptible. Donc voilà, premier jour dans le désert de sel. Et après, on a sillonné l'altiplano bolivien. Donc il faut savoir que c'est le deuxième plus grand plateau d'altitude du monde. Voilà, où ça oscille entre 3005 et 4005. Et c'est très compliqué à décrire parce que à quoi ça ressemble, c'est des immensités presque désertiques, avec des montagnes au loin, il y a des volcans, des lagunes colorées, très peu d'arbres, un air très sec, une lumière très forte et vraiment une sensation d'espace infini. Ça a été, on a fait quasiment 1000 km en 3 jours de 4x4.
avec voilà, des conditions de vie pour les gens. Le peu de personnes qui y habitent, c'est froid. Il fait froid, il y a du vent, c'est pauvre en oxygène. Il fait relativement chaud la journée. Enfin, on est arrivé en hiver, donc voilà. Mais il faisait bon, on va dire, il y avait du soleil. Et par contre, la nuit, ça descend sur des températures négatives. Voilà, ça peut être très 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 froid. Nous, on a eu du -5 la nuit. On avait notamment, je me rappelle d'un... Alors, le mot hôtel n'est pas bon, mais un endroit où on a dormi, quasiment à la frontière, au bout du bout de l'altiplano, un petit village de 20 âmes qui vivaient uniquement des tours opérateurs qui venaient mettre leurs touristes ici pour la nuit. Mais vraiment une habitation faite de briques et de brocs, avec une électricité, avec des panneaux solaires en journée, et puis comment dire, un générateur le soir qui s'activait là pour comment dire, apporter du courant et de l'eau chaude. Donc des conditions, on va dire, assez extrêmes. On a extrêmement mal dormi d'ailleurs cette nuit-là, parce qu'on se caillait le cul. On se caillait le cul, et des gens pareils, encore une fois, qui vivent là toute leur vie. Ça a été assez fort également, ce côté altiplano, parce que il y a quand même comment dire, des personnes qui vivent là, qui font leur vie là, qui ne quittent jamais cet endroit-là. Et moi, ça m'a fait pas mal de chocs, parce que quand on traversait certains villages, qu'on s'arrêtait, donc il y a des villages en effet où t'as rien. T'as 20, 50, c'est des peuples hein, d'ailleurs, ils appellent pas ça des villages, ils appellent ça des peuples. 20, 50 personnes qui vivent là. T'as des villages qui en font 200, 500 parfois, sur des endroits un petit peu moins reculés. Les gens vivent de la culture comment dire, du quinoa. Énormément de culture de quinoa, sur l'élevage également de lama, pour la laine, pour la viande. Mais voilà, tu te rends compte que les gens vivent dans des conditions difficiles, hein, et qui passent leur vie là. Et moi, ça a été ça mes plus gros chocs en fait, parce que je discute beaucoup avec les gens que je rencontrais. Je dis ben voilà, vous êtes nés là. Je posais tout le temps la question, parce que comment ils étaient arrivés là. Est-ce que vous êtes nés là? Oui, on est nés là, d'accord, ok. Et donc tu te rends compte en fait que les gens naissent à un endroit et passent leur vie à un endroit. Et ça, pour moi, ça a été un choc mental aussi, parce que je l'avais pas considéré spécialement, même dans d'autres voyages que j'avais fait, de me dire que les gens, en fait, ils sont un peu bloqués, parce ils ont pas forcément accès à... Alors, aujourd'hui, c'est moins le cas avec les réseaux, etc. Mais ils sont tellement pauvres, en fait, qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat, ils n'ont pas les moyens forcément d'aller voir ailleurs, où ils ne se donnent pas les moyens. Je pense qu'ils n'osent même pas rêver, parce que c'est leur quotidien. Bref, est-ce qu'ils sont malheureux? Je sais pas. Je serais mal placé pour savoir s'ils sont heureux ou pas. Mais dans tous les cas, le constat est qu'ils passent leur vie au même endroit. Donc voilà, donc l'altiplano, clairement, c'est un monde immense, suspendu à plus de 4000 mètres d'altitude. Donc voilà, un plateau exceptionnel, entre montagnes, volcans, déserts, et puis voilà, avec des paysages vraiment qui peuvent sembler parfois surréalistes. Il y a des fois, je me croyais sur Mars, vraiment. J'exagère pas en disant ça. Donc voilà, je me sens extrêmement privilégié d'avoir pu vivre 3 jours dans cet endroit reculé du monde. Même moi, quand je le regarde sur la carte, je me dis waouh, putain, GG, t'étais là, quoi. Donc voilà, donc ça a été pareil, 3 jours un petit peu hors du temps, où on a beaucoup roulé, beaucoup vu de lama, des petits également, des petits animaux, des merde, je vais retrouver le mot, des bigneka. Ouais, je crois qu'ils appelaient ça comme ça. Alors je viens de regarder la traduction française, c'est vigogne. Bon bref, c'est des espèces de petites biches là, assez mignonnes. Donc des vigognes, voilà. Donc très peu d'animaux, hein, vraiment. Mais en tout cas, ça a été 3 jours pareil, un petit peu hors du temps. Donc jusqu'à là, notre voyage se passait pour le mieux. Et on avait quand même en tête qu'il y avait un point potentiellement bloquant sur la fin de notre voyage.
parce que à La Paz, depuis au moment de notre arrivée en fait, commençait un petit peu, enfin quelques jours avant d'ailleurs, commençaient des blocages de route. Blocages de route parce que la population manifestait son mécontentement contre le coût de l'essence notamment. Il faut savoir que jusqu'à présent le gouvernement bolivien aidait le peuple sur l'essence, on va dire, voilà, ils étaient perfusés pour, avec des aides pour le coût de l'essence, et là, avec forcément la guerre, la guerre dans le Golfe, et ben avec le coût de l'augmentation de l'essence, bah, il y avait moins d'aide, etc. Bon, bref, comme en France, hein, donc voilà, ils ont fait leur gilet jaune, eux aussi, et ils ont bloqué La Paz. Voilà, ils ont bloqué toutes les voies terrestres vers La Paz, enfin entre La Paz et les autres villes ou potentiellement la sortie vers le Pérou. Et nous, on s'est retrouvés emmerdés parce que sur la fin de notre voyage, on devait prendre un bus pour rentrer au Pérou. Sauf que le bus, il était bloqué. Enfin, il était bloqué. Les voies étaient bloquées, donc on n'a pas pu le prendre. Donc il a fallu qu'on modifie notre plan. On devait faire le lac Titicaca. On n'a pas pu le faire. On a dû repayer des billets d'avion en dernière minute, la veille pour le lendemain. Alors, je vous cache pas que ça a un peu picoté quand même, hein, quand tu lâches une somme à 4 chiffres pour 2 billets d'avion pour 1 heure de vol. Ça fait un peu mal au cul de cramer des billets comme ça. Mais néanmoins, ça m'a confirmé le fait que dans un voyage, dans une aventure, rien ne se passe jamais comme prévu. Voilà, il faut savoir bifurquer, il faut savoir pivoter, faire preuve de souplesse, et c'est plus facile quand tu as de l'argent. Alors je ne suis pas Crésus, je ne suis pas millionnaire, je ne roule pas sur l'or. Néanmoins, quand tu as... on n'a pas beaucoup hésité en fait avec ces billets d'avion de retour. C'était soit on passait... on avait deux options en fait. Soit on attendait à La Paz sur la fin de notre voyage, en attendant de voir ce qui se passe. Donc vraiment on maîtrise pas les choses. On est vraiment... enfin voilà, on subit clairement. Première option. Deuxième option, c'était, comme certains l'avaient fait, et on avait rencontré des Français dans ce cas-là, ils avaient pris leur sac à dos, ils avaient marché le long de la route, donc 110 km à marcher. Voilà, c'était pas le but de ce voyage pour moi, j'avais pas envie de me casser le cul avec un sac de 18 kg sur le dos. On aurait été en road trip de 6 mois, sans enfant, j'aurais pu. Clairement, je pense que je l'aurais fait d'ailleurs, ça m'aurait bien fait marrer. Là, clairement, au vu des vacances que je voulais, je voulais pas vivre cette expérience en l'occurrence, je voulais pas m'infliger ça. Donc on a décidé de prendre ces 2 billets d'avion, voilà, 1 heure de vol, plus une somme à 4 chiffres. Mais encore une fois, c'est là où je me suis encore renforcé dans la tête l'idée, putain, l'argent te donne le choix. Le fait de ne pas manquer, entre guillemets, ou d'avoir suffisamment, ça t'offre le choix. Et ça va juste renforcer ma conviction que, voilà, encore une fois, nous, notre pouvoir d'achat, on l'a beaucoup grâce à nos investissements immobiliers, notre activité entrepreneuriale certes, mais également depuis nos 6 ans d'investissement immobilier, ça nous permet aujourd'hui quand il y a une galère comme ça qui arrive, de pas réfléchir trop longtemps et de se dire putain qu'est-ce que je fais, je peux pas me le permettre, ça va être la merde, je vais manger des pâtes au retour ou quoi que ce soit. Non, là il y a eu une galère. Il a fallu prendre une décision rapidement si on voulait continuer le voyage et profiter de la fin du voyage. Et nos finances nous permettaient d'agir et de prendre une décision sans trop de sacrifices à faire, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc la fin du voyage, elle a été un peu modifiée. Alors je vais pas dire tronquée parce qu'on est retourné du coup à Cusco. Et on a fait d'autres choses, on s'est posé déjà, on a pris un peu plus le temps. Nous qui avions beaucoup crapahuté, faut savoir qu'on a pris quand même... Alors, les écolos, si vous m'écoutez, vous n'allez pas être contents, mais c'est comme ça. Et je l'assume tout à fait. En l'espace de 18 jours de voyage, on a pris 8 fois l'avion. Entre nos vols aller-retour, plus les vols internes et ce vol qui n'était pas prévu là en dernière minute.
Donc voilà, bon, dans les grandes lignes, voilà un petit peu le voyage. Je pourrais également vous en parler pendant des heures et des heures, tellement ça m'a... Voilà, tellement j'ai encore du mal à réaliser d'avoir eu cette chance et ce privilège d'effectuer ce voyage. Et il y a quand même un petit point que je peux pas m'empêcher de regarder, hein, même à l'autre bout du monde. Je regarde l'immobilier, je regarde les bâtiments. Et voilà, ça m'a quand même interloqué pas mal, hein, de voir des habitations, notamment... Alors, les ravalements, déjà là-bas, ils connaissent pas, hein. C'est de la brique. T'as ta brique, tu as ta toiture en tôle, dans la majorité du pays. Et si t'as un peu de sous, t'as mis de la tuile. Mais clairement, les constructions sont assez, basiques. Et clairement, ce qu'ils construisent là-bas, c'est du rudimentaire. Alors, je ne suis pas rentré dans des habitations de personnes locales. Je me demandais bien à quoi ça pouvait ressembler à l'intérieur au vu de l'extérieur. Néanmoins, voilà, les toitures, mon anecdote sur la toiture en France, là, sur mon premier achat à 40 000 balles, là-bas, je refais toute une ville de toiture avec 40 000 euros, je pense. Donc voilà, donc je me suis bien amusé en tout cas à prendre quelques petites photos des infrastructures que j'ai pu observer, des constructions, des finitions dans les bâtiments. J'ai vu des dingueries. Je crois que j'ai pas vu une seule fenêtre posée correctement sans avoir un jour. Les finitions, c'est du Jean-Michel à peu près, surtout en Bolivie. Je vous mettrai un petit carrousel sur Instagram, je vais vous faire ça très rapidement, donc vous regarderez ça. Mais voilà, bon bref, je me suis quand même bien amusé à observer tout ça et je me suis dit quand même, putain, en France, je me suis dit deux choses. La première, c'est faut qu'on arrête de se plaindre. Moi, le premier. Alors, je me plains pas de ma maison. Je suis très bien là où je suis très heureux et très fier de ce qu'on a construit, voilà, avec Anne-Sophie. Mais d'une manière générale, faut qu'on arrête de se plaindre. Moi, le premier, je me plains sur beaucoup de choses. J'adore ça. C'est un de mes sports préférés. Donc voilà, quand on voit dans certaines conditions dans lesquelles des personnes vivent, voilà, faut arrêter. Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est putain, qu'est-ce qu'on nous fait chier en France avec des putains de réglementations entre les normes, les machins, les trucs, les DP, et puis ci, et puis ça. Je me suis dit, mais en fait, à l'autre bout du monde, ils se prennent tellement pas la tête. Alors je dis pas que c'est mieux pour l'écologie et la planète, encore une fois. Mais néanmoins, en termes de charge mentale, ils ont pas à se faire chier avec tout ça. Et là, je me suis dit, des fois, ce serait bien qu'on ait un peu plus de légèreté en France, un peu moins de rigidité sur des règles qui sont en plus changent tous les 4 matins. Donc voilà. Donc c'était vraiment ces observations-là en mode ah bah dis donc, là, c'est du Jean-Michel à peu près, mais en fait, est-ce que ce serait pas ok? Est-ce que ce serait pas juste ok que ce soit comme ça? Donc ça a été une petite réflexion. Donc, et en conclusion de ce podcast, les amis, je crois que j'ai déjà pas mal parlé, hein, ça fait presque 50 minutes que je vous raconte ce voyage. Merci encore une fois d'être à l'écoute de la Fabrique des investisseurs. Voilà, c'était un épisode forcément, vous l'avez compris, important pour moi à vous faire. Et les leçons que j'en ai tirées par rapport un petit peu au temps, à l'argent, au rêve, c'est finalement que 15 ans, j'ai attendu 15 ans à faire ce voyage et j'avais toujours dit je pourrais mourir en paix le jour où j'aurais fait ce voyage. Franchement, ça m'aurait tellement fait chier de crever avant d'avoir fait ce voyage. Donc voilà, je ne vais pas dire que j'ai envie de mourir demain, mais néanmoins, il n'y a jamais de bon moment pour réaliser ses rêves. Le bon moment, c'est juste le moment où toi tu décides. Par rapport au rapport au temps, je me suis rendu compte également que les Péruviens étaient très lents à faire leurs tâches et que finalement ils étaient moins stressés, j'ai trouvé en tout cas, dans l'exécution des choses, et que pour autant c'était ok, et que ça allait, et que le pays avait l'air quand même de tourner, d'un point de vue extérieur en tout cas. Donc voilà, des fois, prendre son temps, ça peut être intéressant pour se diminuer de la pression et du stress. C'est vrai qu'en France, on est les numéros 1 mondiaux en consommation d'anxiolytiques. Peut-être parce qu'on se met trop la pression, justement. Donc voilà, des fois, prendre un peu de recul, ça peut être également intéressant.
Donc voilà, pour le parallèle par rapport à l'investissement, c'est un peu pareil, c'est le moment parfait, il n'existe pas, ce sera parfait quand tu vas décider que c'est maintenant, finalement, et que, encore une fois, il ne faut pas se mettre la pression, mais néanmoins, il faut passer à l'action. Par rapport aux relations à l'argent, j'ai vu des gens heureux au Pérou, j'ai vu des gens souriants, j'ai vu des gens gentils. Pourtant, ils vivent avec 5 fois moins que nous. Ils ont des bagnoles qui sont pas flambant neuves, qui sont juste fonctionnelles, qui vont enlever vraiment le côté statut dans la société, voilà, où on va avoir des grosses bagnoles pour pour en imposer également. Et moi, j'ai toujours pensé que c'était du bullshit. Donc voilà, le fonctionnel est mis en avant. Et en France, on va se prendre la tête pour 2% de rendement en plus en immobilier. Là-bas, ils vont se prendre la tête pour manger. Et vraiment, ça remet aussi les choses en perspective dans les priorités. Et enfin, en petite conclusion, c'est l'importance de rêver et de réaliser ses rêves. Encore une fois, le Machu Picchu, j'en avais parlé, 15 ans, 20 ans d'attente. Un rêve que tu ne poursuis pas, c'est juste un regret que tu construis en permanence. Et moi, vraiment, ça m'a fait un bien fou d'accomplir ce voyage. Parce que moi, ce qui est important finalement, c'est aujourd'hui aider les gens à construire quelque chose pour demain. Voilà, tous les élèves que j'ai là en investissement immobilier, ou même mes proches, mes amis, sans parler de vendre quelque chose, juste aider les proches, en fait, ça me nourrit. Ça me nourrit parce que je sais que les personnes qui me font confiance aujourd'hui vont, dans leur futur, auront un train de vie ou pourront plus facilement accomplir leurs rêves, parce que l'immobilier, ça sert à ça également. Ça sert finalement à aller chercher les rêves qui peuvent être parfois onéreux, qu'on aurait tendance parfois à repousser. Donc voilà, moi aujourd'hui c'est quelque chose qui me nourrit, et je sais que grâce en tout cas aux investissements, aux sacrifices qu'on a pu faire, on a pu aujourd'hui faire un voyage exceptionnel qui a été très coûteux, beaucoup plus coûteux en plus, avec, vous l'avez compris, que voilà. Et en tant que salarié lambda, je pense que j'aurais difficilement pu m'offrir ce voyage-là. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse de 18 jours dans 2 pays où j'ai vu des lamas, un désert de sel, le Machu Picchu, où j'ai coché du coup un rêve de gosse, et où surtout il va falloir que je me note d'autres rêves à aller chercher sur des voyages, parce que j'en avais pas d'autres. C'était vraiment le plus important pour moi, donc il va falloir que je prenne le temps d'aller rêver encore pour poser d'autres objectifs. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire d'ailleurs si tu as des endroits absolument incroyables dans le monde que tu as visités. N'hésite pas à me le mettre sur Insta. Vous avez été hyper nombreux sur Insta. Merci à venir commenter mes peu de photos que j'ai mis pendant mon voyage, parce que je ne voulais pas, je voulais être loin de mon téléphone surtout. C'était important. Mais voilà, là je commence à reprendre mon téléphone, donc n'hésitez pas à me partager un petit peu vos endroits dans le monde de ouf. Voilà, j'ai pu faire 2 des 7 merveilles du monde, le Colisée et le Machu Picchu. Il y en a 5 autres à aller chercher potentiellement, mais voilà. En attendant de se retrouver très rapidement pour un épisode tourné cette fois-ci 100% IMO, j'espère que vous avez kiffé cet épisode un petit peu différent. Dites-le moi encore une fois sur Insta. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi également pour ne pas rater la suite. Je te dis à très très vite pour un nouvel épisode, cette fois-ci dédié 100% immobilier. C'était Jérôme. Je vous dis hasta luego les amis, à très très vite. Ciao ciao.